Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure qu'on propose aujourd'hui avec Nature Sciences Santé. Et pour l'occasion, on a la chance d'être accompagné de Brigitte Karleskind. Bonjour Brigitte. Bonjour Solène. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Merci d'être si nombreux aujourd'hui pour ce webinaire. On est ravis de vous retrouver pour nous parler un petit peu de l'intérêt de la micronutrition et de la phytothérapie, donc dans la prise en charge de l'endométriose. Avant de vous laisser la parole, rapidement pour ceux qui potentiellement ne connaissent pas la plateforme sur laquelle on propose le webinaire, donc Livestorm, si vous avez des questions, vous pouvez à tout moment les poser dans la rubrique questions. Si vous avez des soucis sur le son ou sur l'utilisation de la plateforme, vous pouvez nous écrire dans le chat. Et pour les questions, on prend bien 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser ces questions dans le chat. Hop, je vais pouvoir vous laisser la parole, vous présenter peut-être un petit peu et commencer cette présentation. Merci Solène. Bonjour à tous. Merci d'être nombreux à avoir répondu à notre invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis journaliste scientifique. J'ai publié un certain nombre d'ouvrages dont sur les compléments, sur la micronutrition et notamment le guide pratique des compléments alimentaires. Et j'ai créé un journal qui s'appelle Nature Sciences Santé, raison pour laquelle vous allez voir le logo tout au long de cette présentation, qui est un magazine destiné aux professionnels de santé et des médecines alternatives et qui est centré sur la micronutrition et la phytothérapie. Alors, je vais vous parler de l'endométriose. Vous savez tous que c'est une maladie qui a été reconnue depuis peu. Cela veut dire aussi que la recherche est également récente. On retrouve, surtout dans la micronutrition et la phytothérapie, des études qui remontent à guère plus d'une dizaine d'années. Alors, un rappel de ce qu'est l'endométriose, c'est une maladie gynécologique fibro-inflammatoire, chronique, hormonodépendante. Elle concerne un grand nombre de femmes puisqu'elle concerne près de 10%, voire plus dans certaines études, des femmes en âge de procréer. Elle est caractérisée par la présence anormale de cellules de l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Et sous l'influence du cycle hormonal, ces cellules saignent chaque mois, comme l'endomètre, au moment des règles. Et de nombreuses lésions telles que des kystes, du tissu cicatriciel et des adhérences se forment et sont à l'origine d'un processus inflammatoire chronique qui en fait va créer un cercle vicieux. Alors, les symptômes de l'endométriose varient d'une femme à l'autre. Le plus souvent, elles se manifestent par des douleurs qui sont récurrentes, intenses, notamment au milieu des règles, ce sont des dysménorrhées ou algoménorrhées, pendant les rapports sexuels, des dyspareunies, des douleurs pelviennes non menstruelles, des difficultés à uriner et bien d'autres choses dans certains cas. Alors, ces douleurs peuvent être présentes de façon ponctuelle, cyclique ou en continu. Et leur sévérité n'est pas forcément liée à l'étendue des lésions. Mais l'endométriose peut aussi être asymptomatique, c'est-à-dire n'avoir aucune manifestation, et à ce moment-là, la femme va en avoir connaissance si, par exemple, elle a un problème de fertilité, et quand on va l'examiner pour essayer de trouver la cause de ce problème de fertilité. Parce qu'effectivement, dans 30 à 40% des cas, l'endométriose est associée à un problème de fertilité. Alors, les mécanismes de cette maladie ne sont pas encore tous identifiés. On ne sait pas encore quels sont les facteurs de risque qui vont favoriser son apparition, ni vraiment ce qui va faire progresser ou non cette maladie. On sait néanmoins que l'endométriose est une maladie oestrogénodépendante, donc elle dépend des oestrogènes. Le stress oxydant est impliqué et probablement lié à la sévérité de la maladie. L'inflammation joue un rôle prépondérant, notamment dans les douleurs et l'infertilité. Le stress oxydant également a un impact sur la fertilité. Alors, les traitements allopathiques ont pour principal objectif de soulager les symptômes de l'endométriose, donc la douleur, et de traiter ses éventuelles conséquences sur la fertilité.
Alors, dans les traitements qui sont destinés à soulager les douleurs, on va retrouver des antalgiques, des antispasmodiques, des ANS, qui ne sont tous non dépourvus d'effets secondaires divers, des traitements hormonaux progestatifs et ostroprogestatifs pour interrompre le cycle ovulatoire qui est responsable des poussées douloureuses. Alors, les thérapeutiques naturelles, elles peuvent être proposées, elles ne peuvent pas, ce ne sont pas des traitements miraculeux qui vont pouvoir agir dans toutes les circonstances tout seuls et avoir des résultats. Donc, elles peuvent être proposées en cas d'endométriose minime ou modérée, d'endométriose moyenne ou sévère, mais dans ce cas-là, en accompagnement des traitements allopathiques et parfois en relais de traitements hormonaux spécifiques. Alors, leur objectif est principalement de calmer l'inflammation et les phénomènes douloureux. Je vous ai dit que c'est une maladie qui est dépendante des estrogènes. Donc, on a un climat de ce qu'on appelle d'hyperoestrogénie. Et c'est sur ce climat qu'il faut agir. Les lésions d'endométriose sont sensibles aux oestrogènes et se comportent comme le tissu utérin. Elles prolifèrent, saignent et laissent des cicatrices fibreuses à chaque cycle menstruel, donc elles augmentent. La prolifération des cellules endométriales est fortement dépendante des concentrations en oestrogènes dans la circulation et aussi dans le tissu local environnant. Alors, les oestrogènes circulants sont essentiellement produits par les ovaires. Dans le tissu local, leur production dépend de façon importante de l'activité de l'enzyme aromatase qui convertit les androgènes en oestrogènes. Et un déséquilibre du microbiote intestinal pourrait également être impliqué dans ce climat d'hyperoestrogénie. En cas d'endométriose, cette enzyme, l'aromatase, est surexprimée. Donc elle intervient dans la conversion des androgènes en oestrogènes. Elle favorise un climat d'hyperoestrogénie. Et elle va aussi renforcer le déséquilibre entre oestrogènes et androgènes. Alors, dans les traitements allopathiques, il y a des médicaments inhibiteurs de l'aromatase qui font parfois, dans certains cas, partie du traitement. Mais eux aussi ne sont pas sans effet secondaire. Alors, des inhibiteurs naturels de l'aromatase ont été identifiés. Alors, ce sont principalement des flavonoïdes et surtout des flavones. La chrysine que l'on trouve dans la passiflore et dans la propolis est l'inhibiteur de l'aromatase le plus étudié actuellement. Des études in vitro et sur l'animal montrent qu'elle exerce un puissant effet inhibiteur de l'aromatase. Malheureusement, il y a une seule étude clinique qui a été réalisée et qui indique que chez la femme, sa biodisponibilité serait beaucoup trop faible pour qu'elle puisse avoir un effet quelconque. Bon. Néanmoins, on trouve des compléments alimentaires qui contiennent de la propolis standardisée en chrysine ou des extraits de passiflore. Alors généralement, ces extraits sont associés à d'autres molécules. Et un certain nombre de professionnels de santé, surtout des médecins micronutritionnistes et phytopathes, m'ont assuré qu'ils obtenaient des résultats intéressants. Alors, le gâtillier est une plante qui est traditionnellement utilisée pour soulager différents problèmes de santé de la femme et qui a un effet qu'on peut qualifier de progestone-like. Ces fruits contiennent des flavonoïdes qui peuvent affecter les récepteurs des oestrogènes. Ils contiennent des diterpènes avec une activité dopaminergique et des glycosides avec un effet indirect sur les hormones. Alors, le gâtillier est largement utilisé pour réguler les hormones dans l'organisme de la femme. Mais il y a très peu d'études cliniques, là encore. Alors, le gâtillier agit notamment en stimulant la production de progestérone par le corps jaune. Une étude a montré que la prise de 20 mg par jour de gâtillier, donc d'extrait du fruit du gâtillier, pendant 3 mois, a réduit la sécrétion de prolactine, normalisé la phase lutéale
et augmenter le taux de progestérone de femmes souffrant d'une anomalie de la phase lutéale en raison d'une hyperprolactinémie. Plusieurs études montrent surtout que lorsque l'on donne un extrait de fruits du gâtillier à des femmes souffrant du syndrome prémenstruel, on a des effets bénéfiques lorsque ces extraits sont pris pendant 3 mois. Et dans le syndrome prémenstruel, on retrouve aussi un déséquilibre hormonal, souvent, en fait, une hyperoestrogénie, comme on l'a dans l'endométriose. Alors, d'autres plantes progestérone-like pourraient lui être associées, mais il n'existe aucune étude clinique confirmant leur efficacité. C'est l'achillée millefeuille et l'alchémie. Alors, une dysbiose intestinale pourrait être associée à l'hyperoestrogénie. Une partie des oestrogènes circulants est métabolisée dans le foie et ensuite sécrétée dans l'intestin sous forme de glucuronide, donc qui est leur forme inactive. Des bactéries de l'intestin peuvent effectuer une déconjugaison de l'œstrogène avec la sécrétion de l'enzyme bêta-glucuronidase. Ça veut dire quoi? C'est qu'au lieu de quitter le corps avec l'excrétion de la bile, cet œstrogène réactivé retourne dans la circulation sanguine. Alors, ça sous-entend qu'il pourrait y avoir un rôle pour les probiotiques. Alors, il y a encore très peu d'études, elles sont de très petite taille. L'une d'entre elles a testé la consommation d'un mélange de lactobacilles pendant 8 à 12 semaines chez des femmes qui avaient une endométriose de stade 3 ou 4, c'est-à-dire plutôt sévère. Et les résultats de l'étude montrent une amélioration des scores de douleur liés à leur endométriose, mais on n'a pas d'explication du mécanisme précis. Une autre petite étude a testé la prise de 100 mg de Lactobacillus gasseri OAL 2809 par rapport à un placebo, et même chose, on a eu une baisse importante de l'intensité de la douleur au cours des règles. Mais si les femmes avaient des douleurs pelviennes en dehors du moment des règles, il n'y avait pas réellement d'efficacité. Alors, il y a très peu d'études sur l'intérêt des probiotiques, et en plus de ça, il ne faut pas oublier que seules des souches spécifiques testées peuvent être concernées, peuvent être responsables d'un effet positif. Ce ne va pas être n'importe quelle formulation de probiotiques qui pourra avoir un effet. Et je pense qu'on peut toujours le tester, mais pour avoir des études cliniques probantes, il faut encore attendre un petit peu. Alors, l'un des axes impliqués, c'est le stress oxydant. Donc, des travaux montrent effectivement que dans des cellules endométriales ectopiques, c'est-à-dire en dehors de l'endomètre, on observe de nombreuses protéines oxydées, et c'est le signe de la présence d'un stress oxydant important. Des chercheurs de l'hôpital Cochin, alors l'hôpital Cochin est site de référence pour le traitement de l'endométriose et pour son étude avec l'Institut Cochin. Ils ont travaillé sur des prélèvements de liquide péritonéal de femmes souffrant d'endométriose, et ils ont constaté la présence d'un stress oxydant majeur dans le péritoine de ces femmes, surtout chez celles qui étaient atteintes d'une forme profonde de la maladie. À ce stade, ils ne savent pas si l'endométriose est à l'origine de ce stress ou si c'est l'inverse. Alors, un tout petit rappel de ce qu'est un stress oxydant, même si vous devez tous savoir vraiment ce que c'est. On a un stress oxydant lorsqu'il y a un déséquilibre entre
la production de radioactifs libres, d'espèces activées de l'oxygène et les défenses antioxydantes de l'organisme. Alors, dans les défenses antioxydantes de l'organisme, on a des enzymes comme la glutathion peroxydase, la catalase ou la superoxyde dismutase. On a des antioxydants qui sont produits de façon endogène, comme le glutathion ou la COX-10. Et puis, on a des apports par l'alimentation de vitamines antioxydantes, de polyphénols, etc. Donc, dans l'endométriose, on a observé que l'activité de la glutathion peroxydase et de la superoxyde dismutase, donc deux de ces enzymes clés du système de défense antioxydant, eh bien, leur activité semble beaucoup plus faible chez les femmes présentant la forme la plus sévère d'endométriose. Ce qui voudrait dire que plus la forme de maladie est sévère, plus on a un stress oxydant important. Alors, d'autre part, au niveau des gènes, on a toute une cascade de gènes qui sont dérégulés dans les lésions de l'endométriose, et parmi eux, on retrouve plusieurs gènes liés au métabolisme du glutathion. Donc, le glutathion, c'est vraiment un antioxydant produit par l'organisme qui est très important. En plus, on l'appelle le maître antioxydant puisqu'il peut intervenir aussi bien dans des compartiments hydriques que lipidiques. Et puis, on remarque aussi que chez les femmes qui souffrent d'endométriose, elles ont des concentrations significativement plus faibles en antioxydants que les femmes qui n'ont pas cette maladie. Et la consommation d'antioxydants, vitamine C, E, sélénium et zinc, est inversement corrélée à la gravité de la maladie. Alors, est-ce que les antioxydants, un apport en antioxydants peut avoir un effet positif? Alors, une étude a déjà regardé si on apporte une alimentation antioxydante, c'est-à-dire une alimentation qui va être notamment riche en fruits et légumes, peut avoir un effet bénéfique sur ce stress oxydant. Alors, des femmes qui souffrant d'endométriose ont suivi pendant 4 mois une alimentation riche en antioxydants, et dès 2 mois de suivi de cette alimentation, eh bien, les chercheurs ont constaté que des marqueurs du stress oxydant étaient abaissés. Les concentrations sériques de vitamines antioxydantes ont été augmentées. L'activité d'enzymes antioxydantes telles que la superoxyde dismutase et la glutathion peroxydase a été renforcée. Donc un effet bénéfique important. L'apport de vitamines antioxydantes, essentiellement en vitamines E et C, a également été évalué. Alors, ce sont des doses de vitamines qui sont bien au-dessus des apports recommandés. 2 études ont évalué la prise pendant 8 semaines de 1200 unités de vitamine E associées à 1000 mg de vitamine C. Et on a eu une réduction, une baisse des douleurs pelviennes chroniques, de l'inflammation chez des femmes souffrant de douleurs pelviennes avec un passé d'endométriose et ou d'infertilité. Et une autre étude a testé 800 unités de vitamine E plus 1000 mg de vitamine C, également pendant 8 semaines, et on a eu là encore une réduction du niveau de malondialdéhyde, qui est un marqueur du stress oxydant, chez des femmes qui avaient des douleurs pelviennes, et la sévérité des douleurs pelviennes a été abaissée. Ce qui veut bien dire que le stress oxydant est lourdement impliqué dans la maladie, dans les douleurs. L'ANAC, N-acétylcystéine, est un dérivé de l'acide aminé soufré, la L-cystéine, et c'est surtout le précurseur le plus immédiat du glutathion. Donc cet important antioxydant naturellement sécrété par l'organisme. Alors, la NAC a des effets antioxydants et anti-inflammatoires qu'elle exerce directement et indirectement. Indirectement, c'est en augmentant notamment les concentrations en glutathion.
Et une petite étude a évalué l'effet de 600 mg de NAC 3 fois par semaine pendant 3 mois chez des femmes souffrant d'endométriose. Et là encore, l'apport d'un antioxydant a diminué l'intensité des douleurs chroniques et également la taille des lésions. Et elle a également abaissé les concentrations du CA 125, calcium 125, qui est un marqueur de l'inflammation. Le deuxième point sur lequel on va s'attarder, c'est l'inflammation et son implication notamment dans les douleurs et comment des micronutriments et des extraits de plantes peuvent avoir leur intérêt. Alors, les prostaglandines sont impliquées dans les douleurs pelviennes ainsi que dans l'infertilité. On retrouve, au moment des règles, on a une sécrétion plus importante de prostaglandines. Et ces prostaglandines provoquent de fortes contractions utérines et augmentent la sensibilité nerveuse périphérique et ainsi sont impliquées dans les douleurs. Alors, leur synthèse est stimulée par les oestrogènes et réduite par la progestérone. Et nous sommes dans un climat d'hyperoestrogénie avec également une résistance à la progestérone, donc un déséquilibre entre les deux. Et chez les femmes qui souffrent d'endométriose, on trouve généralement une concentration plus élevée que chez les autres en prostaglandine. Alors, des chercheurs encore de l'hôpital Cochin, puisque c'est vraiment le centre expert, donc là on a le plus de publications, ont mis en évidence que 3 gènes sur 4 codant pour les récepteurs aux prostaglandines sont 10 à 20 fois plus exprimés dans l'endomètre de femmes souffrant d'endométriose que dans celui de femmes qui ne souffrent pas de cette maladie. Et ce taux est multiplié par 40 dans les tissus que l'on a extraits de lésions. Donc, vous vous rendez compte, une expression 40 fois plus importante dans les lésions d'endométriose. Et l'expression d'une enzyme clé de la synthèse des prostaglandines, la PTGS2, est presque multipliée par 10 dans l'endomètre de femmes souffrant d'endométriose, ce qui explique donc cette surproduction. Une autre, les mastocytes sont des cellules immunitaires qui sont capables de stocker et libérer par un processus de dégranulation de multiples médiateurs de l'inflammation. Alors, elles ont surtout été étudiées pour le rôle dans les réactions allergiques où elles déclenchent les symptômes en libérant par dégranulation notamment de l'histamine. Et on vient récemment de mettre en évidence leur implication également dans des douleurs associées à l'endométriose. Et en fait, il y a un nombre beaucoup plus élevé de mastocytes dans les lésions d'endométriose proches des nerfs, ces lésions qui sont le plus souvent associées à des douleurs pelviennes sévères. On verra à la fin qu'une molécule peut avoir un intérêt pour abaisser l'activité de ces mastocytes. Alors, il est donc important d'essayer d'abaisser, de diminuer l'inflammation. Alors, les oméga 3, ils jouent un rôle important dans la régulation des prostaglandines et des cytokines. Ils entrent en compétition avec les acides gras oméga 6 pour produire des médiateurs lipidiques anti-inflammatoires. Donc, il était intéressant de regarder s'ils pouvaient avoir un intérêt dans l'endométriose. Alors, sur des modèles animaux, la prise d'acides gras oméga 3 diminue la production locale de prostaglandines et la taille des lésions d'endométriose. Alors, des études in vitro confirment qu'ils ont effectivement des effets suppresseurs sur la survie de cellules d'endomètre. Alors, une vaste étude de cohorte a conclu donc qu'augmenter la consommation d'acides gras oméga 3 pourrait diminuer le risque d'endométriose. Par ailleurs,
On a montré qu'un faible rapport oméga 3 sur oméga 6 a été associé à des menstruations douloureuses chez des femmes souffrant d'endométriose. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on a un rapport oméga 3 sur oméga 6 faible, on a une production encore plus importante de prostaglandine. Alors, est-ce que les oméga 3 peuvent avoir une action sur les douleurs? Eh bien, les résultats sont pas très probants. Dans une étude, une supplémentation en huile de poisson a significativement diminué le score de douleur chez des adolescentes qui avaient des règles douloureuses, mais dans une petite étude pilote, si la prise d'oméga 3 réduit les douleurs pelviennes d'adolescentes, cette réduction était d'une amplitude similaire à celle produite par le placebo. Alors, ça veut dire aussi que peut-être que ces études n'ont pas utilisé les bonnes doses, peut-être qu'elles n'ont pas utilisé les bonnes formulations et que il peut être important de continuer les études pour savoir si une supplémentation en oméga 3 peut être intéressante, mais de toute façon, avoir une alimentation riche en oméga 3 peut être bénéfique. Alors, quelques extraits de plantes ont été testés sur leurs effets sur, non pas typiquement sur l'endométriose, mais chez des femmes qui avaient des règles douloureuses. Pas forcément liées, mais dans les deux cas, que ce soit règles douloureuses avec ou sans endométriose, on a une production plus importante de prostaglandine. Donc le gingembre est traditionnellement utilisé pour soulager tout un éventail de situations inflammatoires qui incluent les douleurs associées à la dysménorrhée. Alors, il possède des principes actifs qui ont la capacité d'inhiber la COX-2 et la lipooxygénase, et ainsi elles agissent sur la synthèse des prostaglandines qu'elles vont freiner. Et ces principes actifs possèdent également des propriétés analgésiques qui ont été montrées dans d'autres cas. Alors, quelques études ont évalué les effets du gingembre sur les dysménorrhées. Ces études sont de petite taille et avec des doses différentes et des formes de gingembre différentes également. Donc, dans l'une d'entre elles, c'est 500 mg de poudre de gingembre 3 fois par jour pendant les 2 jours précédant les règles et les 3 premiers jours de ces règles, comparé à un placebo. Eh bien, ces 500 mg par jour ont réduit la sévérité et la durée des douleurs chez des jeunes femmes, parce que ce sont des étudiantes. Dans une autre étude, les effets du gingembre de 150 mg ont été comparés à ceux du méfénamique, qui est un INS. Les deux ont été pris toutes les 6 heures, du début des menstruations jusqu'à la disparition des douleurs, et les deux ont eu une efficacité tout à fait similaire, mais avec beaucoup moins d'effets secondaires pour le gingembre. Une autre étude a comparé les effets de 200 mg de gingembre à ceux de 200 mg d'ibuprofène. Les deux étaient pris toutes les 6 heures, dès l'apparition des douleurs, et ils ont agi de façon similaire. Alors, le gingembre contient, le rhizome de gingembre contient du gingerol, qui a montré qu'il était capable d'inhiber, alors in vitro bien sûr, et aussi sur des animaux, la synthèse de prostaglandine. Il existe un extrait standardisé à plus de 26% de gingeroïde, donc il contient du gingerol de façon importante. L'effet de 100 mg de cet extrait a été évalué chez des femmes souffrant de dysménorrhée. La prise de 100 mg pendant 56 jours a réduit la fréquence et la sévérité des crampes menstruelles dès le premier cycle, et la diminution des spasmes a atteint 84% après 2 mois de prise.
Par ailleurs, le gingembre semble avoir également un autre intérêt, c'est des effets bénéfiques en cas de règles trop abondantes, ce qui est assez fréquent en cas d'endométriose. La cannelle est un autre extrait, une épice aussi qui a été testée sur les règles douloureuses. Donc, la cannelle est traditionnellement utilisée pour soulager différents problèmes gynécologiques et notamment les crampes abdominales menstruelles. Elle renferme un polymère polyphénolique, donc un polyphénol qui s'appelle la cinamaldéhyde, qui aurait l'effet de réduire l'activité de la 5-lipoxygénase et donc la synthèse des leucotriènes. Elle aurait également des propriétés antispasmodiques également intéressantes en cas de crampes abdominales. Alors, il y a peu d'études, mais quelques-unes. L'effet de 400 mg de poudre de cannelle a été comparé à celui de 400 mg d'ibuprofène chez des femmes qui souffraient de dysménorrhée modérée. Alors, les deux traitements par rapport au placebo ont diminué la douleur, mais l'effet de la cannelle n'est apparu que 8 heures après la prise, contre seulement 1 heure pour l'ibuprofène. Et c'est un test qui a été fait avec une seule prise. Une autre étude a évalué l'administration de 1000 mg de cannelle ou celle d'un placebo 3 fois par jour sur les 72 premières heures de menstruation pendant 2 cycles. Et ces 1000 mg de cannelle ont entraîné une diminution de l'intensité moyenne de la dysménorrhée, avec le placebo comme avec la cannelle. Mais la diminution était plus importante avec la cannelle. Alors, le resveratrol, bon, est bien connu, c'est un polyphénol qu'on a d'abord isolé de la peau du raisin et qu'on trouve en abondance dans le rhizome de la renouée du Japon et les compléments alimentaires que l'on trouve à base de resveratrol sont souvent des extraits de rhizome de renouée du Japon. Le resveratrol a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires et à dose pharmacologique, in vitro, il inhibe l'activité de l'aromatase. Souvenez-vous, c'est l'enzyme qui, en transformant les androgènes en oestrogènes, augmente le terrain hyperoestrogénique. Alors, quelques petites études cliniques, elles sont de petite taille, et les doses sont très différentes d'une étude à l'autre, ont évalué les effets du resveratrol chez des femmes souffrant d'endométriose. Dans l'une d'entre elles, la prise de 30 mg par jour pendant 2 mois, en plus d'une contraception orale, a fait disparaître la douleur chez 80% des participantes. Et cet effet s'est accompagné d'une inhibition de l'aromatase et de la COX-2. Donc, inhibition de la COX-2 veut dire inhibition de la synthèse des prostaglandines. Mais dans une autre étude, la prise de 40 mg de resveratrol pendant 2 cycles, en même temps qu'une contraception hormonale, n'a pas eu plus d'effet qu'un placebo. Dans une autre étude, ce sont 400 mg de resveratrol qui ont été pris, et dans ce cas, cette prise de resveratrol a modifié le processus inflammatoire chez des femmes souffrant d'endométriose et elles ont diminué l'expression des métalloprotéases matricielles. Et dans une autre étude encore, 400 mg de resveratrol a réduit l'expression du VEGF, c'est-à-dire un facteur de croissance, le vascular endothelial growth factor, chez des femmes qui étaient à un stade avancé d'endométriose, ce qui sous-entend un effet potentiellement positif, mais
il reste quand même à contrôler ces effets sur des études avec de plus vastes échantillons, sur de plus longues durées, et surtout, il faut déterminer la réelle dose efficace. Alors, l'extrait d'écorce de pin des Landes, alors le pycnogénol est un extrait breveté d'écorce de pin des Landes qui renferme des flavonoïdes, des acides phénoïques et des procyanidines, donc c'est un des extraits les plus étudiés, avec des dizaines et des dizaines d'études, souvent de petites études, mais bon, c'est un complément alimentaire qui est intéressant. Il inhibe les enzymes cyclooxygénales impliquées dans la synthèse des prostaglandines inflammatoires, et ainsi que le NF-κB qui est l'activateur de la cascade inflammatoire. Donc des effets apparemment intéressants, et quelques études semblent confirmer cet effet. Alors, chez les femmes souffrant de dysménorrhée, la prise de pycnogénol, débutée 3 semaines avant les règles, a significativement diminué les douleurs abdominales. Alors, et au cours du second cycle, ça c'était au cours du premier, au cours du second cycle, cette diminution était de 36% par rapport au début de l'étude. Et ça a permis aux femmes de diminuer la prise d'antidouleurs, elles en avaient moins besoin grâce à l'efficacité du pycnogénol. Un second essai a confirmé ces résultats, et lorsque les femmes ont stoppé la supplémentation, les douleurs ne sont pas revenues immédiatement. Alors, les effets du pycnogénol ont également été comparés à ceux de la leuproréline, qui est un analogue de la GnRH, la gonadotrophin releasing hormone, chez des femmes souffrant d'endométriose. Tout avait subi une intervention chirurgicale dans les 6 mois précédant l'étude, et la maladie était revenue, elle souffrait donc d'une récurrence modérée à sévère. Et elle refusait de subir une nouvelle intervention chirurgicale. Pendant 48 semaines, elles ont reçu 30 mg de pycnogénol 2 fois par jour, ou pendant 6 mois, une injection de leuproréline toutes les 4 semaines. Et alors, les deux traitements ont fait diminuer la douleur, qui est passée de sévère à modérée. C'est cependant la leuproréline qui a été la plus efficace. Mais 24 semaines après l'arrêt du traitement, la douleur est revenue à son intensité originelle. Et seule la leuproréline a modifié les concentrations en œstrogène. Une dernière étude a associé le pycnogénol à un contraceptif par voie orale, et là encore, on a eu une diminution des douleurs liées à l'endométriose. Alors, là, je vais vous parler d'une substance que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas, puisqu'elle est autorisée depuis relativement peu de temps dans les compléments alimentaires. Et j'avais parlé de l'activation d'un nombre important de mastocytes impliqués dans les douleurs de l'endométriose. Eh bien, le PA, palmitoyl éthanolamide, va avoir un effet sur cette activation. Alors, le PA appartient à la famille des N-acétyléthanolamides, qui sont des amides d'acides gras. C'est un acide gras saturé à longue chaîne qui est naturellement présent dans l'organisme. En temps normal, sa synthèse se fait selon les besoins de l'organisme, et sa synthèse et sa dégradation sont en équilibre. Mais dans certains cas, eh bien, il peut y avoir besoin d'un apport supplémentaire. Il possède des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques qui sont démontrées, et il agirait en régulant différentes voies inflammatoires et nociceptives. Il agit sur les processus inflammatoires, notamment en modulant l'activité des mastocytes et en contrôlant le comportement de la microglie. Alors, les cellules de la microglie, ce sont des macrophages résidents du système nerveux central. Et en agissant sur la microglie,
le PEA peut réduire l'hypersensibilité qui est liée à la douleur, conséquence de l'activation de la microglie. Et un grand nombre d'études ont montré des effets bénéfiques du PEA sur la douleur dans de nombreuses maladies. On lui associe souvent la polydatine. Alors, la polydatine, c'est un précurseur du resveratrol dont je viens de parler, et elle a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et anti-angiogéniques. Donc, tout à l'heure, on a vu que le resveratrol avait des effets sur des facteurs de croissance, donc c'est également le cas de la polydatine. Alors, le PEA a une faible biodisponibilité, ce qui fait qu'il faut qu'il soit micronisé ou ultra-micronisé, donc hydrodispersible, pour être efficace. Donc, des études précliniques ont montré que le PA, micronisé ou ultra-micronisé, seul ou associé à la polydatine, réduit les manifestations comportementales de la douleur qui est associée à l'endométriose. Par ailleurs, chez les femmes, l'association de PA et polydatine micronisée, donc co-micronisée, parce que les deux molécules le sont, réduit de façon notable la douleur pelvienne chronique associée à l'endométriose. Et l'association de PEA polydatine est utilisée seule ou combinée à des traitements hormonaux ou anti-inflammatoires, comme on l'a vu au début, sur une endométriose sévère, on ne va pas utiliser uniquement la micronutrition. Alors, une étude ouverte, c'est-à-dire une étude sans placebo, non contrôlée par placebo, chez 30 femmes souffrant d'endométriose et avec un désir d'enfant. Elles ont pris 2 fois par jour pendant 10 jours du PEA ultramicronisé, puis du PEA associé à la polydatine pendant 80 jours. Eh bien, les résultats ont montré des améliorations des douleurs chroniques pelviennes, de la dysparéunie profonde, de la dysménorrhée, de la dyschésie, et donc bien sûr de la qualité de vie et du bien-être psychologique des femmes souffrant d'endométriose. Alors, ce qu'il faut retenir je pense, de ce que je viens de vous présenter, c'est que les recherches débutent. Donc les preuves les preuves vont s'accumuler sur l'intérêt d'une supplémentation dans les différentes molécules que je vous ai présentées. Certaines, par contre, pourront dire que, non, finalement, ce n'est pas intéressant. Ça veut dire qu'il faut toujours mettre en balance ce que la recherche nous donne avec l'expérience de la pratique quotidienne professionnelle. Voilà, je répondrai après l'intervention de Solène à vos questions. Un petit rappel sur le magazine. Donc, Nature Sciences Santé est un magazine pour les professionnels de santé et des médecines alternatives. Je l'ai créé en 2016. Pour moi, c'était une suite logique après la publication du guide pratique des compléments alimentaires qui a été édité par Thierry Soucard Éditions. J'essaye toujours de mettre en miroir, chaque fois que c'est possible, les données de la recherche scientifique et puis l'expertise de professionnels de santé, l'expertise de leur pratique quotidienne. Dans le numéro où il y a un dossier sur l'endométriose, c'est le docteur Bérangère Arnal, gynécologue obstétricienne, mais surtout phytothérapeute, homéopathe et micronutritionniste, qui explique comment elle prend en charge des patientes souffrant d'endométriose dans différentes circonstances. Solène, je vous laisse la parole. Solène ? Oui. Merci Brigitte pour la présentation. Oui, je vous en prie. Vous m'entendez ? Oui. Okay. On va répondre aux questions dans quelques minutes. Très rapidement, je voulais juste vous présenter la plateforme Simplicure qui propose le webinaire aujourd'hui. Je vous laisse regarder un peu les questions, Brigitte. Je vous les pose dans 2 petites minutes.
Pour rappel et pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme, SimplyCure, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir faire des recommandations de compléments alimentaires à vos patients, à vos clients. L'idée, c'est d'avoir une cinquantaine de laboratoires et vous allez pouvoir créer des recommandations de manière très simple. Et c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc, pour créer une recommandation sur la plateforme, la première étape sera toujours de sélectionner de toute façon votre client ou votre patient. Et vous allez pouvoir donc ajouter des produits de différents laboratoires. Donc, il y a une cinquantaine de laboratoires, comme je le disais. On est un catalogue à plus de 1000 références aujourd'hui. Vous avez toujours des fiches produits qui sont bien détaillées, un descriptif, toujours la formulation, les conseils d'utilisation en bas de page. Pour ajouter un produit à la recommandation de votre client, vous cliquez sur Ajouter. Et donc, après, vous allez pouvoir l'envoyer. Votre client va la recevoir par mail. Je vous montre très rapidement comment ça se présente pour le patient, pour vous montrer à quel point c'est facile pour lui ensuite de passer sa commande. Donc, il va la recevoir par mail. Il n'a plus qu'à cliquer sur le lien et passer commande. Et il reçoit les produits directement chez lui. Donc, c'est sous 3 jours. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de vous simplifier, votre expérience pour créer des recommandations. Et après, bien sûr, faciliter l'achat pour le client, pour le patient, ce qui permet vraiment d'améliorer l'observance. Vous pouvez également faire bénéficier de réductions à vos clients sur la plateforme. Vous avez tout cet espace de formation. Comme on le présente aujourd'hui, on a des webinaires au moins 2 fois par semaine. Et c'est une plateforme qui est entièrement gratuite. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai le lien dans le chat. Je vous invite également au prochain webinaire. Donc, ça sera la semaine prochaine. On va vous parler un petit peu de digestion, comment accompagner vos patients au mieux avec la micronutrition. Hop. Donc, sans plus attendre, je vais passer aux questions. J'ai vu qu'il y en avait pas mal dans le chat, mais je vais commencer par celles qui sont dans la rubrique questions. Alors, faut-il prendre dans le chat, Oui. Il n'y a pas beaucoup de questions, ils se sont répondus eux-mêmes. Ah, très bien. J'ai regardé rapidement celles qui avaient récolté le plus de votes. On va commencer par celle-ci, si ça vous va. Du coup, on nous demande, faut-il prendre le gâtillier sur tout le cycle ou une partie seulement? Parce qu'il y a plusieurs théories. Ah ben, j'avoue que c'est une colle. Bon, ça, à la limite, vous pourrez y répondre plus tard, peut-être regarder un petit peu et on pourra répondre par mail par la suite. C'est celle qui avait vraiment le plus de votes. Oui, alors, ça m'étonne pas. Attends, Solène, ça m'étonne pas parce que effectivement, on dit que le gâtillier est la plante clé lorsqu'il y a un problème hormonal et surtout une hyperoestrogénie. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il n'est pas simple à utiliser et qu'il faut en avoir l'expérience, d'après les professionnels de santé avec lesquels j'ai discuté, parce que il faut vérifier attentivement ses effets et dans certains cas, le professionnel de santé peut être amené à multiplier les doses par 2 ou 3, mais encore une fois, il faut le faire lorsque l'on connaît bien l'utilisation de la plante. Comment ça se fait qu'on peut être fertile dû à l'endométriose alors qu'on est en hyperoestrogénie? J'ai dit que dans la plupart du cas, il y avait infertilité. Très bien. Alors, endométriose et charge virale bactérienne, existe-t-il un lien entre certains types d'infections sans symptômes cliniques et l'endométriose? Ben, c'est encore une colle, je suis désolée. Pas de souci. Non, mais non, j'ai pas de. Pas de réponse pour celle-ci. Et peut-être qu'il n'y en a pas. Les études ont-elles été réalisées? Peut-être qu'il n'y en a pas en effet. Les études ont-elles été réalisées avec du trans-resveratrol ou du cis-resveratrol? C'était pas précisé. Et je vous ai dit aussi, j'ai dit aussi également que de toute façon les études sont faites avec des doses très différentes puisqu'on passe de 40 à 400 mg et que donc c'est pas complètement probant. Ça demande d'autres études. Alors, toutes les études sur les animaux et les études in vitro montrent que c'est intéressant, mais encore une fois, il faudrait davantage d'études cliniques. On parle de glutathion et quid de la mélatonine en tant qu'antioxydant pour l'endométriose?
Est-ce qu'on a des études là-dessus peut-être? Alors, j'ai effectivement vu passer que la mélatonine pouvait être intéressante et surtout, j'ai vu passer, mais je l'ai vu en travers, que chez des femmes souffrant d'endométriose, on avait souvent des concentrations très faibles enfin, disons plus faibles que chez les autres femmes de mélatonine. Alors, effectivement, c'est un antioxydant très intéressant. Même des études qui l'ont utilisé en cancérologie, mais à ce moment-là, on l'utilise à des doses beaucoup plus importantes que ce qu'on va trouver dans un complément alimentaire. On est dans le domaine pharmacologique parce que. Mais bon, j'ai juste vu des études montrant que les niveaux étaient plus faibles. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre LPS et... Pardon. Non, c'est pour ça que je ne l'ai pas intégré. Non, pardon, je vous ai coupé. Je n'ai pas trouvé d'études sur l'intérêt, sur l'évaluation d'une supplémentation. Et est-ce qu'il y a un lien donc, entre LPS et endométriose? Au niveau de l'inflammation, oui, forcément, puisque donc ça veut dire bon, on parle de dysbiose. Quand on a en cas de dysbiose, on a également souvent une perméabilité intestinale qui est endommagée, donc forcément des LPS circulants et les LPS ont une action sur l'inflammation. Donc je vais vous dire oui, on a une augmentation de l'inflammation. Qui peut être systémique, donc qui va aller renforcer l'inflammation déjà existante au niveau de l'endométriose. Très bien. Dans la rubrique questions, attendez, il y en a d'autres qui sont arrivés. Ah oui. Lactoferrine et endométriose pour son côté inflammatoire, est-ce que pertinent ou... J'ai rien vu dessus. Oh, mais là, on a plein de... Alors, attendez, je regarde un peu dans le chat parce qu'il me semblait que j'avais vu quand même quelques questions. Alors, il existe des compléments présentant le PEA associés au inérisson. Qu'en pensez-vous? Ou sinon, où trouver la polydactyle? Je suis pas sûre qu'on en trouve associant les deux sur le marché. Je suis pas certaine. Mais il y a du PEA simple, tout seul, qui est déjà qu'on peut trouver et qu'on peut associer à d'autres choses. Ben, sur la plateforme, par exemple, vous avez du PEA en unitaire, vous avez du PEA avec des probiotiques. Sur et on peut avoir aussi du PEA qu'on peut associer éventuellement avec du resveratrol ou je crois qu'il existe aussi de la polydatine toute seule, mais je suis pas certaine. Ok. Et alors, pouvez-vous revenir sur les posologies et l'intérêt du PEA? Est-ce qu'il y a certaines contre-indications? Est-ce qu'il y a des différences entre PEA et CBD? Ah bah ça n'a rien à voir. Même si le PA agit sur les mêmes circuits que le CBD, c'est pas du tout la même chose. Les doses sont en général dans les études de 100 à 200 mg par jour, et c'est ce qu'on trouve aussi en général dans les compléments alimentaires. Et donc, l'intérêt du PEA serait plutôt, pour rappel? L'intérêt par rapport à quoi? Dans le cadre de l'endométriose, quel serait son intérêt? Comme je l'ai expliqué, son intérêt, c'est ses propriétés anti-inflammatoires et son action sur la douleur. Et son action sur la douleur a été démontrée dans des pathologies inflammatoires diverses et variées. Et là, on a quelques études qui le montrent également sur l'endométriose. Mais je pense qu'on a fait peu de questions dans la rubrique questions. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Hop, je vérifie à nouveau si dans le chat il y avait des nouveaux. Non. Ok, bah écoutez, merci pour cette présentation. Pour rappel, le replay ainsi que la présentation seront disponibles donc, dans l'après-midi, je pense, sur Simplicure. Merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je vous invite donc la semaine prochaine pour le nouveau webinaire.
Et je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Merci encore, Brigitte, pour toute cette présentation. Mais de rien, c'était avec plaisir. Et merci donc à nouveau à tous d'avoir été présents aujourd'hui. À la semaine prochaine.